Et comme vous le voyez si bien, mon invité tout souriant est là. Il va nous entretenir aujourd'hui. Et c'est une chance pour nous aussi que c'est à la veille du grand jour tant attendu, à la veille des 16 et 17 juillet, où les populations togolaises vont une fois encore sortir dans les rues pour dire à Fort Kodjo, ça va, ça va. Le Togo n'est pas ta propriété, le Togo n'est pas une dynastie, le Togo n'est pas une monarchie. Alors, les Togolais sont conscients de la situation qui prévaut au Togo. Donc, il faut évidemment que les Togolais se mettent debout euh, euh, de quelque région qu'ils viennent. Nous sommes tous ensemble, nous sommes tous des Togolais. Et c'est la raison pour laquelle moi, dans tous les cas, je ne fais aucune différence. Donc, tous sont mes frères, toutes sont mes sœurs, et voilà. Mais ceux qui se mettent en marge de ma ligne de conduite, je les écarte. Merci. Bien, merci, docteur Cyril Kosigan Koku Polu. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de vous accueillir sur ma plateforme. Et alors, dans quelques instants, nous allons échanger. Nous allons parler effectivement de notre pays et nous allons dans un premier temps parler de ce phénomène, le jeune Amron le fou, celui qu'ils appellent le fou, alors que celui-là est clair dans ses idées. Et voilà. Bien, donc merci d'être là, mon cher docteur Cyril. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci, bonsoir, bonjour à tous ceux qui nous suivent, à tous les internautes, à tous les abonnés donc de votre page. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir pour moi donc de me mettre aux côtés donc d'un aîné. Donc je vous appellerai tout au long donc de l'émission, tout au long donc de ce panel, cher aîné, dans le sens où non pas seulement parce que vous pouvez m'avoir comme votre enfant, comme votre fils, mais surtout comme une bibliothèque, comme quelqu'un qui a du vécu, qui a de l'expérience et auprès de qui on peut vraiment aussi apprendre. C'est dans cet esprit-là que je suis dans votre live aujourd'hui. Et une fois encore, merci pour cette invitation. Merci à tous les internautes pour leur dévouement, leur détermination pour la libération de notre chère patrie, le Togo. Tout l'honneur est à moi. Merci, docteur Cyril. Et vous voyez que ça bug. Vous ne voulez pas tapoter? Tapoter pour éviter cela. Hein? Vous êtes déjà nombreux à nous suivre. Vous êtes un peu plus de 400 à nous suivre. Tapoter pour stabiliser le live. S'il vous plaît, tapotez, 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 tapotez. Ah, attendez, je crois que c'est chez moi, hein? Ça, c'est quoi ça? Vous m'entendez? Oui, bon, j'ai dû changer le, le VLAN qui alimente la connexion. Donc, merci. Merci beaucoup. Mais je crois que ma connexion n'était pas bonne et tout ce que vous avez dit, je pense que, eh, bon, on n'a Oui, pas tellement écouté ce que vous avez je peux reprendre dit. avec plaisir. Si je peux vous prier de reprendre un peu. Merci. Oui, je peux effectivement, cher aîné, je peux effectivement reprendre avec grand plaisir. Donc, je disais que je suis aussi honoré de cette invitation que vous m'avez faite. Et donc, je précisais tout de suite que tout au long de l'émission, je vais vous appeler cher aîné. Non pas papa, non pas grand frère, non absolument pas, parce que je considère que vous pouvez m'avoir comme, comme fils, comme enfant.
Et donc, je vous appelle cher aîné dans le sens où justement, vous êtes une bibliothèque, quelqu'un auprès de qui on peut apprendre, on peut justement être nourri au lait de l'expérience. Et donc, c'est dans cet état-là que je participe à votre live pour apprendre non seulement à avoir des connaissances que je vais évidemment partager, mais également prendre aussi un peu de votre vécu, de votre expérience. Et je profitais de l'occasion également pour remercier tous les abonnés, tous vos abonnés, tous les internautes qui nous suivent présentement pour leur détermination, leur implication dans cette lutte pour la libération justement donc de notre chère patrie le Togo, qui est notre bien commun à nous tous. Et je profite justement pour dire que je suis un peu surpris de voir le nombre de partages quand même qui n'est pas encore assez élevé. On est quand même pas mal. Donc dans ce live, j'encourage tous ceux qui nous suivent à ne pas être avares donc de ceux qui vont apprendre ici. Donc de commencer déjà au fait à diffuser, à partager largement donc ce live pour que d'autres personnes également puissent bénéficier donc de tout ce que nous aurons à partager ici. Une fois encore, cher aîné, merci de m'avoir invité. Je suis ravi et en fait, c'est un devoir pour moi, c'est un devoir de me battre pour le Togo. Et il y a longtemps que je me bats pour le Togo. Bon, je n'ai pas de raison d'abandonner. Mon chemin est très long. Et il y a beaucoup de mes concitoyens, de mes camarades qui ont abandonné la lutte. Certains parce que malades, d'autres parce que déçus. Et alors, moi, je me dis, ben, du moment où notre pays est malade et quand on a la santé, il faut toujours se battre. Nous nous battons malgré notre âge pour les générations présentes et pour les générations futures. Parce qu'il faut construire le pays en pensant à nos enfants, en pensant aux générations futures. C'est la raison pour laquelle je suis toujours dans cette lutte. Je n'abandonnerai jamais. Je dis bien jamais. Voilà. Merci. Donc, le thème d'aujourd'hui est, dans un premier temps, on va parler de Amron. Et vous avez dit au cours d'un de vos lives que Amron est victime d'un crime médical. Et donc, nous parlerons de ça. Je vous demanderai pourquoi vous parlez de crime médical. Ensuite, nous allons développer des thèmes qui sont la révolte, la révolution et la mobilisation. Et je pense que ce thème tombe bien à pic à la veille des manifestations lancées par le M66 au Togo. Donc, grand merci, et mon cher Cyril. Et sans plus tarder, on va suivre une petite vidéo, bon, qui n'a pas nécessairement rapport au crime, mais qui n'a pas nécessairement rapport au crime, mais une petite manifestation de ces gens-là à Agnier. C'est juste pour vous montrer que malgré le sale boulot que fait le régime fort, il y a des gens qui sont derrière, qui sont avec ce parti, mais pas par conviction, mais par gain facile, parce que ils reçoivent enfin des miettes, 2000 francs
Et pour les grands, c'est peut-être 5 000 francs. Et ça, là, ça se passe à Agnier. Hier, c'est la campagne de Unir à Agnier, alors qu'on sait que dans toutes les villes du Togo, Agnier est l'un des fiefs du PNP, du Parti national panafricain. Mais on dit bien, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, c'était pour nous mettre dans le bain et évidemment, tout le monde a écouté Amron, tout le monde a vu ses interventions et lorsque Amron avait été arrêté, il a fait des déclarations, il a dit qu'il a reçu des injections, on l'a amené à Tchévier et bien il a reçu des injections parce que le régime trouve qu'il est un détraqué mental, un gêné mental. Et donc, alors, il est fou. On l'a amené là-bas et il a reçu des injections. Bon, et cela a fait que dans une de vos interventions et dans un de vos lives, vous avez dit que c'est un crime médical. Alors, je voudrais vous poser la question. Pourquoi crime médical? Pourquoi vous traitez cela comme crime médical? Est-ce que vous pesez bien vos mots? Merci beaucoup, cher René, pour cette question introductive. Je dois tout de suite dire. Docteur, j'ai oublié de vous présenter. Je voudrais préciser que docteur Cyril Kossi Gan Koku Polou est un docteur et il est professeur dans les sciences cognitives et psychologiques. Voilà ce que j'ai voulu faire la présentation du docteur Cyril. Merci beaucoup. Alors, répondez à la question. Merci pour cet élément de présentation. Effectivement, je pense que toutes les conditions sont réunies pour parler de crime médical. C'est un terme auquel nous ne sommes pas vraiment familiers au Togo. Je pense que si les Togolais et Togolaises étaient familiers déjà à ce thème-là, ils se seraient soulevés contre les traitements que subissent certains détenus politiques, certains prisonniers politiques. Je me suis posé la question pourquoi ce terme n'a souvent pas été utilisé dans des pays, dans des dictatures comme les nôtres, comme la nôtre précisément au Togo. Alors, ce que je dois tout de suite dire, c'est que la médecine moderne telle que nous la connaissons s'est beaucoup développée à partir du 19e siècle. La psychiatrie telle que nous la connaissons s'est beaucoup développée à partir du 19e siècle et jusqu'au 20e siècle. Or, si nous regardons bien, c'était vraiment la période des empires, la période des dictatures, des monarchies. Et très tôt, avec certaines expérimentations qu'on avait commencé à faire en médecine, en psychiatrie, en psychologie, des dictateurs ont tout de suite compris qu'on peut utiliser l'arme de la médecine, les armes de la psychiatrie pour tuer, pour torturer. Au lieu d'utiliser directement les armes létales, les fusils pour tuer, ils ont tout de suite compris qu'on peut utiliser, justement, comme je viens de le dire, des outils de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie, pour éliminer les opposants politiques, pour éliminer les dissidents politiques. Alors, donc, on a vécu ça pendant très longtemps, on a vécu ça au 19e siècle, notamment au 20e siècle, et on a atteint le degré le plus élevé, le summum, sous la dictature d'Adolf Hitler. Évidemment, après Adolf Hitler, il y a eu également d'autres cas donc de crimes médicaux et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le cas donc de l'utilisation de la psychiatrie, de la médecine pour torturer, pour tuer, pour éliminer les dissidents, cela, comme je l'ai précisé tout à l'heure, a atteint un niveau où, au moment où le régime hitlérien
donc le régime de dictature d'Adolf Hitler, chute. Et là, on est en Allemagne, n'est-ce pas? Oui. Le peuple a organisé ce qu'on appelle le procès de Nuremberg, Oui. qu'on appelle encore le procès des médecins. Procès au cours duquel le peuple allemand a éliminé, a exécuté publiquement tous les médecins tortionnaires qui se sont mis du côté donc, du régime donc, d'Adolf Hitler. Pour que cela ne se reproduise plus jamais dans l'histoire, mais ce qui est quand même un vœu relativement pieux, en 1947, on a rédigé un code qui est la base même de la pratique de la médecine, qu'on appelle le Code de Nuremberg, en 1947. Ce code édicte plusieurs règles à suivre, plusieurs procédures à suivre lorsqu'il s'agit de pratiquer les soins de santé sur des individus ou lorsqu'il s'agit de faire des recherches médicales sur des individus. En substance, le code dit ceci. On ne peut plus jamais dans l'histoire pratiquer des soins de santé sur des individus, faire des recherches en santé sur des individus sans le consentement de l'individu concerné. Si l'individu est un individu majeur, donc du coup il a 18 ans et plus, il doit pouvoir lui-même donner son consentement. S'il a 18 ans dépassé, mais qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, là, dans ce cas, c'est seulement le juge du tribunal ou le procureur qui peut donner l'ordre pour qu'on puisse pratiquer les soins de santé sur la personne contre sa volonté, parce qu'on considère que dans ce cas, la personne constitue un danger pour elle-même et un danger pour la société. Si l'individu n'a pas 18 ans et qu'il est donc un mineur, il faut systématiquement et obligatoirement l'avis favorable de ses parents, l'avis favorable de ses tuteurs. Donc, c'est ça le socle même de toute la pratique de la médecine, en psychiatrie, en psychologie, dans tous les domaines de la santé. Or, quand le code dit ça, le code, on peut donner quelques exemples. Donc, j'ai parlé tout à l'heure donc d'expérimentation. On ne peut pas faire une expérimentation comme si la personne était une sorte de cobaye. On ne peut pas le faire. On ne peut pas faire une administration forcée des médicaments qu'on appelle les psychotropes. Donc, dans le domaine de la santé mentale, on parle beaucoup de psychotropes. On ne peut pas faire une administration forcée à cette personne-là, à des fins répressives. On ne peut pas faire un diagnostic fallacieux, c'est-à-dire on ne peut pas inventer un diagnostic ou formuler un diagnostic qui ne tient pas du tout la route, qu'on invente tout simplement pour neutraliser le dissident politique, pour neutraliser l'opposant politique. J'invite tous ceux qui nous suivent, je pense qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet, j'invite tout le monde vraiment à faire l'effort de partager le live. Ou encore, un autre exemple, il ne doit pas avoir de complicité entre le professionnel de santé qui administre le soin à des actes de torture. Donc voilà quelques exemples justement qui définissent au fait s'il doit avoir crime médical ou s'il ne doit pas avoir crime médical. Maintenant, dans le cas d'espèce, pour Amron, il a plus de 18 ans. Oui. Et tous nous avons suivi son live, nous avons suivi son témoignage. On lui a imposé le diagnostic. On lui a dit que tu es fou. On va le dire comme ça pour l'instant, je vais expliciter plus tard. Il dit qu'il n'est pas fou. On dit qu'il est déprimé, qu'il a de la dépression. Il dit que je suis bien portant. Et le médecin a tout fait pour imposer au fait un diagnostic à Amron contre son gré, première chose. Pour l'interner, on n'a pas demandé, donc du coup, c'est contre sa volonté également, et on n'a pas du tout, justement, prévenu même ses parents, personne. Et ce qu'on a compris, justement, donc à travers son témoignage, le procureur n'avait même pas donné un avis à ce moment-là. Oui. Dans le cas où on considérerait que, par exemple, Amron n'est pas en possession de ses moyens. Mais là, dans les deux cas, finalement, le procureur n'a pas donné son avis. Maintenant, pour la suite, justement, on va ramener tout ce qu'on vient de dire à deux niveaux. Donc, au niveau du diagnostic et puis au niveau donc, du traitement.
Maintenant, d'abord, au niveau du diagnostic. C'est vraiment très curieux ce qui s'est passé. Je signale que je connais le professeur Dr Saliou Salifou. Je vais rien dire ici, justement, pour m'attaquer à sa vie personnelle. Le combat que je mène dans le cas pour Amron, ou ce que je défends, c'est sur le plan scientifique, sur le plan intellectuel, sur le plan des connaissances scientifiques. Donc, je ne m'attaquerai pas vraiment, tout au moins ici, je ne ferai pas ça. Maintenant, quand on recoupe les informations, il y a eu 3 diagnostics différents. 1. On a dit qu'il a la démence. En d'autres termes, c'est ce qu'on disait avant, la folie. La folie. 2. On dit qu'il a une défaillance mentale. Un terme qui se rapproche un peu de ce qu'on appelle le déficit mental, c'est-à-dire un retardé mental, quelqu'un qui n'a pas un QI, un quotient intellectuel élevé. Donc, du coup, il est vraiment très retardé. Il y a un 3e terme, justement, qu'on a utilisé, qui est la dépression sévère. Sur ces 3 diagnostics, tout est faux. Je considère que tout est faux. 1. Depuis 2013, on ne parle plus dans le domaine de la médecine psychiatrique. On ne parle plus dans le domaine de la psychologie. On ne parle plus de démence. Depuis 2013 au moins, on ne parle plus de ça. Depuis 2013 aussi, on ne parle plus de défaillance mentale. Ces termes ont été remplacés par autre chose. Premier niveau. Deuxième niveau, dépression sévère, on peut comprendre. Mais là encore, il y a un problème. Le problème, c'est que c'est comme un médecin, un oncologue, donc un médecin qui traite le cancer, qui vous dit, je vous diagnostique le cancer, et il vous dit, vous m'excusez, je ne vais pas appeler votre prénom, je ne vais pas, monsieur Lawson, je vous ai diagnostiqué le cancer au stade 3. Ce n'est pas un diagnostic. Mais si monsieur Lawson est un peu éveillé, monsieur Lawson va lui dire, mais monsieur le docteur, mais cancer au stade 3, mais c'est quel type de cancer, j'ai au fait. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, quand on dit dépression sévère, ça ne veut rien dire en tant que tel. C'est juste une qualification du degré de quelque chose. Mais la qualification du degré de quoi exactement? Donc, quand on prend la démence, ça veut dire au fait que la mémoire de la personne ne fonctionne plus bien. La personne n'a plus un bon langage, le langage n'est plus articulé. La personne ne raisonne plus du tout bien, ne raisonne plus bien du tout, ou que la personne a des problèmes sur le plan de ses capacités sociales à interagir avec les gens. Amron que vous avez vu là, que nous avons vu l'autre jour là, est-ce que Amron a un problème de mémoire, celui qui était très lucide que nous avons vu là? Le monsieur là que nous avons vu, est-ce qu'il a eu un problème, est-ce qu'il a un problème de langage en termes de raisonnement, en termes de structure? Pas du tout. Non. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait quand j'avais réagi avant? J'ai été tout de suite prendre d'abord ces vidéos. Donc, j'ai analysé les dernières vidéos d'Amron avant qu'il ne soit arbitrairement arrêté, pour voir si je peux, en observant, en lisant donc le non-verbal et le verbal donc d'Amron, si je pouvais observer que Amron avait justement des signes de dépression ou bien des signes de folie. Donc, au niveau de la démence, il n'y a pas du tout, justement, donc même à discuter pendant très longtemps. Si nous prenons au niveau de la déficience mentale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il a un QI qui est inférieur à 80, au fait. Dans ce cas, on parlera justement. Oui, allez-y, monsieur. Oui, appuyez sur le cœur en haut, à côté de mon nom, là. Tout ça, là, pour stabiliser le live. Le cœur en haut, à côté de mon nom. Télécharger VPN, hein. On n'est pas au Togo, hein. Au Miarlona connexion. On a étranglé la connexion, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Donc, si on continue, si vous voulez qu'on continue, donc du coup, si on regarde tous ces éléments-là, le monsieur n'a aucun signe de ça. Qui plus est, les troubles de démence ou de défaillance mentale, un psychiatre comme le professeur Dr Saliou ne peut pas traiter lui seul ces troubles de santé-là. Lui seul ne peut pas les traiter. Il est psychiatre,
Dans ce cas, pour traiter la démence ou traiter la déficience mentale, il faut au moins un neurologue à côté, il faut un éducateur spécialisé à côté, il faut des psychologues également à côté pour traiter ce genre de cas. Donc, du coup, vous voyez, on signale le live, on a signalé le live. Ouais. On a signalé le live. Tapotez, écrivez good live, ça risque de couper. Ah, vraiment, ces gens-là. Mais vous ne partirez pas, si on coupe entièrement le live, vous ne partirez pas. Le live prend fin. Oh. Oui. Je m'en doutais bien, je savais très bien qu'on serait attaqué. S'il vous plaît, agissez, justement. C'est que partagez, soutenez. Agissez, s'il vous plaît. Soutenez le live. Soutenez, agissez. Ah, man. Wir haben in Aktivität in deinem aktuellen Live festgestellt. Schließe die für... Ah, man. Oh, enfin. On est sauvé. On y va maintenant. C'est ça. On dit que dans mon live, il n'y a pas d'activité. Les gens n'interagissent pas. Écrivez dans les commentaires, good live. Écrivez aussi que vous êtes d'accord avec nous, ce qu'on est en train de dire. Envoyez des cœurs pour nous soutenir. Et vous savez que c'est très important. Ouais. Ça motive, s'il vous plaît. Ça motive. Merci beaucoup. Avec les explications du docteur Popopolou, vous voyez que au pays, on fait du n'importe quoi. Oui. Et on prend une personne, on l'amène, tout de suite, on commence par l'injecter. Exactement. C'est pas normal. Vous voyez que les gens font du n'importe quoi au pays. C'est-à-dire nos vies ne signifient rien pour eux. C'est ça. Donc, vous voyez, et c'est pour ça que moi je dis que les cerveaux togolais sont chassés du pays, ou bien s'ils ne sont pas chassés, mais qui vivent dans la diaspora, ne peuvent pas retourner au pays pour mettre au service de la nation les connaissances acquises. Vous voyez l'aisance avec laquelle Dr Cyril vous parle. Vous voyez l'aisance. Voilà, la fuite de cerveau. Des gens comme ça devraient être au pays pour se mettre au service de la nation. Mais malheureusement, non. Mais je crois que ça viendra. Ça viendra, Inch'Allah, ça viendra. Donc, oui, c'est ça. Donc, justement, pour finir rapidement, donc, le premier tableau donc, de l'évaluation ou du diagnostic. Donc, ça veut dire que si je vous ai parlé donc de trois chapeaux, 3 noms, donc 3 maladies qu'on a diagnostiquées au même moment pour une même personne, en fait. Et là, donc, si on élimine, en fait, les 2 premières appellations dont je viens de parler tout à l'heure, il reste seulement la dépression. Or, pour diagnostiquer la dépression, il y a essentiellement 8 symptômes. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pris les vidéos d'Amron, j'ai analysé de bout en bout. À la limite, Amron coche un seul symptôme. À la limite, 1 ou 2 tout au plus. Et ça ne suffit pas justement pour diagnostiquer la dépression à une personne. Et à ce niveau, je vais faire 2 observations. Au fait, Amron, le seul symptôme qui était dans son regard, c'était la tristesse. Mais le type de tristesse qu'il avait dans son regard, parce que je ne sais pas qui lui avait posé la question dans un live, il a dit tout de suite, non, j'ai pas la dépression. Et il continue en disant que même si j'avais la dépression, cela se justifie en voyant les injustices sociales qu'on vit au Togo. Il y a de quoi justement donc être déprimé. Le seul symptôme que vous pouvez lire dans le regard d'Amron, c'est même pas la tristesse, ce qu'on appelle la douleur morale. Cela est différent de la tristesse. Voyez-vous? Donc, à partir de ça, cela ne suffit pas pour faire un diagnostic. Et ce qui est extraordinaire avec Amron, c'est qu'il a gardé une très bonne lucidité
de toutes les questions pratiquement qu'on lui a posées, le docteur lui a posées. Et là où c'est encore pire, c'est très simple, mais pire, c'est que le médecin lui a demandé, est-ce que tu as des pensées suicidaires et tout ça? Amron lui répond en disant que pour des raisons de conviction religieuse, lui, il ne peut pas justement chercher à se donner la mort et cela ne lui est jamais passé par l'esprit de se donner la mort. Mais le médecin renverse la tête justement donc de cette question pour lui dire qu'il a ce qu'on appelle, et ça c'est extraordinaire que Amron ait gardé ça dans sa mémoire. Il lui a dit non, bon oui d'accord, même si tu n'as pas ça, tu as à peu près ce qu'on appelle le suicide équivalent. C'est très dangereux. Le suicide équivalent signifie par exemple que je ne veux pas vraiment mourir, me mettre la corde au cou pour me donner la mort, mais par exemple, je refuse de manger du tout, et je dépéris pendant plusieurs jours par exemple. Ou encore que je prends ma voiture et je me mets sur la route et je vais à vive allure pour me donner inconsciemment la mort. Mais dans aucun cas, Amron ne présente ces éléments-là. Là, c'est comme si le médecin cherche toujours au fait quelque part un alibi, un prétexte pour imposer le diagnostic au fait. Oui. Et c'est ça justement ce que le médecin a fait. Donc de bout en bout, et je défie quiconque, je défie si cela advenait, qu'on discute sur le plan clinique, sur le plan intellectuel, je ne suis pas sûr que voilà, ça pourra tenir, les arguments pourront tenir. Évidemment, il a peut-être de me poser d'autres questions que je ne maîtrise pas, mais sur ces éléments manifestes-là, on ne peut pas vraiment conclure que Amron présente la dépression. Or, aucune de ces cases n'est cochée, mais on commence maintenant, cher René, ce que vous avez dit, on commence le traitement. Et Amron a dit 2-3 choses qui sont très importantes. D'abord, il a dit que je ne sais pas ce qu'on a injecté dans mon corps. Ce qu'on ne peut jamais faire, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que le malade, même si on suppose qu'il est malade, doit connaître justement donc sa maladie et doit connaître les produits qu'on injecte dans son corps. Amron dit qu'il ne connaît pas. 2. Amron dit quelque chose de très 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 important. Il dit l'expression qu'il a utilisée, c'est injection sur injection. Or, dans la pratique clinique médicale aujourd'hui, pour traiter la dépression, si c'est cela justement que le médecin cherchait à traiter, on n'a plus besoin de faire des injections à une personne qui a la dépression. Il y a seulement 3 cas exceptionnels dans lesquels on peut faire des injections. Le premier cas, c'est que la personne a une dépression mélangée avec une mélancolie, c'est-à-dire une tristesse tellement forte que la personne refuse de manger, comme je vous ai dit tout à l'heure. Dans ce cas, les perfusions qu'on fait à la personne, c'est pas pour traiter directement au fait la dépression. Les perfusions, dans ce cas, c'est pour hydrater la personne. C'est pour apporter des éléments nutritifs à la personne. Or, il me semble que Amron mangeait bien avant. Amron n'avait pas de problème de consommation de l'eau. Donc, du coup, je ne vois pas en quoi ça pouvait tenir. Deuxième chose, deuxième cas dans lequel on peut faire des injections, c'est seulement lorsque la personne présente ce qu'on appelle la dépression psychotique. C'est un mot que les gens m'excusent, j'expliquerai toujours comme je le fais, chaque terme que j'utilise. C'est-à-dire que la personne a un type de dépression qui fait que la personne est agitée, au fait. On ne peut pas vraiment calmer la personne. Oui. En ce cas, on peut au fait aussi faire des perfusions, des injections, mais je ne pense pas que ce soit le cas d'Amron. Et le dernier cas, ce qu'on appelle le syndrome catatonique, c'est-à-dire que la personne refuse de parler du tout. On a des clients, on a des patients, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, qui peuvent fermer la bouche comme ça. Tout ce que vous leur dites, ils ne vont rien dire pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures. Ils vont refuser de bouger même leur corps. Ils vont s'asseoir tout simplement dans un coin de la maison, de la chambre ou du salon et ils vont croiser comme ça les bras. Ils ne vont rien faire. Dans ces cas, dans ces 3 cas seulement, on peut faire des injections. Et pire, comble du pire, le 3e jour, Amron commence à perdre connaissance et il a dit, j'ai commencé à perdre le contact avec la réalité. Oui. Donc, quand je recoupe toutes ces informations, je vais aller chercher sur le plan criminologique, je vais aller chercher sur le plan de l'histoire, je vais aller chercher dans plusieurs sciences pour voir quels sont les types d'injections, quels sont les types de psychotropes qu'on peut injecter à Amron dans ce cas.
Je ne suis pas intéressé de savoir si c'est Doliprane ou bien si c'est aspirine. C'est pas ça le problème. C'est pas le nom du produit au fait qui est important. Mais quelles sont les molécules dans le produit qu'on a injecté à Amron pour que déjà à la troisième journée, Amron perde le contact avec la réalité. C'est un gros dossier justement que je vais ouvrir comme je l'ai annoncé sur ma page. Je vais prendre au moins 5 épisodes pour décortiquer vraiment ça, pour que le peuple togolais comprenne ce qu'on a fait à Amron, hein? Pas seulement à Amron, on le fait également à d'autres détenus, mais on ne le sait pas. On le fait à d'autres prisonniers politiques, on ne le sait pas. Pour que le peuple togolais se lève, pour que la jeunesse togolaise se lève, comme Amron l'a dit, pour que jamais cela ne se produise au Togo. Et je tiens à dire ici, si Amron nous écoute, ou bien si les membres de sa famille, certains de ses proches nous écoutent, et je lui témoigne mes remerciements parce que dès qu'il est sorti de la prison, de Zébé, l'hôpital psychiatrique de Zébé, le deuxième jour, il s'est connecté à ma page. Bon, je ne vais pas faire des spéculations, mais tant mieux, et j'apprécie énormément ce geste-là. Quand on parle de la torture, il n'y a pas que la torture psychologique, il n'y a pas que la torture physique, il y a également la torture chimique, justement, qui fait partie donc d'un crime médical, et c'est ce que j'essayais tout à l'heure donc de vous démontrer pour la première partie, si vous voulez, donc de notre émission. Merci, docteur. Vous étiez soulevé contre la conférence organisée par Alain Foucault, qui d'ailleurs a été reportée sine die. Et ensuite, comme vous venez de le faire, vous avez traité ce qui a été administré à Amron comme crime médical. Mais alors, je voudrais savoir, on sent que vous êtes tellement motivé dans cette lutte pour la libération du Togo. Mais qui êtes-vous réellement et pourquoi vous êtes tellement motivé pour cette lutte aux côtés du peuple togolais? Merci beaucoup, cher Aîné. Je tiens, comme je vois une question dans le chat, ça me permet de dire quelque chose en une, deux phrases. Comme ce ne sont pas les médecins qui ont donné directement l'eau à boire à Amron, je n'inclus pas cet élément-là parce que je suis dans une démarche intellectuelle. Mon honneur est engagé. Je ne peux pas dire de n'importe quoi. Même si Amron a amené la bouteille d'eau jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Zébé, donc c'est pas directement le personnel de la santé de l'hôpital psychiatrique de Zébé qui lui a remis donc cette bouteille d'eau là. Donc je n'inclus pas cet élément là dans les matériels que j'analyse pour démontrer ce que je suis en train de démontrer. Maintenant, pour répondre justement donc à vous, cher Aîné, de toutes les façons, le service de renseignement de ce régime là, c'est déjà là où je me trouve. Donc j'ai pas peur pour quoi que ce soit. Ils ont déjà quand même commencé à me menacer donc au niveau de mon université. Donc je suis au Canada aujourd'hui. J'ai enseigné en France pendant plusieurs années, 4 ans et demi, avant donc de venir m'installer ici, aussi au Canada, où pratiquement je compte au moins 9 à 10 années donc d'enseignement à l'université. Mais cela dit, je suis togolais, je suis africain d'origine togolaise, je suis de la préfecture de Zio. Et qu'est-ce qui me motive? Rapidement, 3 choses. La première, quand on était au CP3, c'est-à-dire CE1, quand on avait commencé à recevoir les cours d'histoire et qu'on nous parlait au CP3 ou au CP4, donc du premier président Sylvanus Kwame Epiphany Olympio, je me suis toujours posé la question, pourquoi cette mort au fait? Et surtout qu'on nous disait que c'était un intellectuel, c'est quelque chose que j'avais jamais compris. Première chose, pour aller rapidement. Deuxième chose, j'avais encore 9 ans, à peine 9 ans, 10 ans, quand on était dans les 9 ans, quand on était dans les conférences nationales, la conférence nationale. Et
quand ma mère était institutrice, donc aujourd'hui à la retraite, on écoutait beaucoup la radio. Et j'ai été fasciné par l'intelligence de Monsieur Tavio Amorin. Morin, oui. Donc, nous, on attendait le cri, par exemple, la voix de Monseigneur Philippe Fanokopodro, paix à son âme, Ouais. de Monsieur Agboyome, paix à son âme également. On attendait toutes cette voix. Mais la voix de la voix de Tavio Amorin m'avait beaucoup marqué. Oh, oui. À tel point que 1 an après, 2 ans, quand on nous a parlé de sa mort, je ne me suis pratiquement jamais remis de ça, alors que de près ou de loin, on ne partage pas le même sang biologique, mais sauf le sang patriotique aujourd'hui, le sang donc de notre chère patrie, le Togo, qui coule dans les veines de nous tous. Et comble de tout, en 2007, c'est la mort de Monsieur Aklouche Agbobli. Cloutier, C'est ça, Bobli, c'est ça exactement, cher aîné. Atouché plutôt, Atouché. C'est ça, Atouché. Ils sont d'ailleurs des jumeaux, je pense. C'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Donc, j'ai toujours gardé à l'esprit que le Togolais, c'est quelqu'un qui est très intelligent. J'ai toujours grandi avec cette condition. Et je pense que l'une des fiertés du peuple togolais que nous ne devons pas perdre, malgré que ce régime considère que la jeunesse togolaise n'est pas intelligente, considère que la jeunesse africaine de la sous-région ouest africaine n'est pas intelligente. C'est une fierté que nous devons garder. Et moi, j'ai toujours grandi avec cette fierté-là. Maintenant, quand on a lancé comment vous appelez ça, le projet de révision constitutionnelle, ouais. C'est là où j'ai commencé, au fait, à sortir donc de mon isolement, là où j'ai commencé à prendre la parole pour dire que les intellectuels ne permettent pas que ce projet de révision constitutionnelle passe. Et j'ai produit beaucoup de live, beaucoup de capsules vidéo et audio pour dénoncer publiquement cela parce que je considérais que c'est une insulte. Merci. On ne peut pas vraiment accepter une insulte à l'intelligence du peuple togolais. Donc, c'est comme ça que la rage, on va dire, la motivation a commencé à croître. Et quand Amron a été arrêté, tout de suite, j'ai compris qu'on était vraiment sur un terrain, donc, comme je vous l'ai dit, donc, de cri médical. Et je me suis dit, là, je dois mettre mes compétences, mes connaissances, donc, au service, donc, de mon pays. Et c'est comme ça que j'ai commencé à agir pour le simple fait aussi que lorsqu'un régime de dictature, un régime dictatorial, arrive à un niveau où il commence à utiliser la médecine, la psychiatrie pour tuer, torturer les dissidents, c'est que c'est un signe que le régime est sur le point de tomber. C'est un fait de l'histoire. Et tout de suite, j'ai compris que quelque chose est en train de se passer et que je pouvais mettre mes compétences donc au service donc de ma nation pour éclairer mes concitoyens togolais et togolais. Merci, docteur. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Bien, nous arrivons maintenant au vrai thème de notre live, révolte, soulèvement, révolution, manifestation. Bien, beaucoup parlent donc de lutte, de manifestation, de révolte, de soulèvement. Et certains parlent de révolution. Que vit exactement le peuple togolais et pourquoi il est si important de le nommer? Docteur. Déjà apprendre, effectivement, oui, cher aîné Mokhtar Ali, déjà apprendre à bien nommer les choses, comme le dit, je crois bien Albert Camus, ou plutôt Aimé Césaire, apprendre à bien nommer les choses, c'est déjà commencer à guérir à moitié, et c'est très important. Ce matin, il y a même d'ailleurs quelques heures, au fait, je suis allé sur la toile, j'ai consulté des journaux, et je suis surpris de voir, par exemple, que le journal Le Monde, en France, parle de la grogne ou des grognes au Togo. Non, cette façon de faire, c'est une façon de disqualifier ce que le peuple togolais est en train de vivre. Donc, la révolte, c'est... je ne vais pas rester dans des définitions. La révolte, par exemple, c'est que le régime de dictature... Papotez, s'il vous plaît, et partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez. Vous voyez que ça bug là.
Parfait. Donc, Allez-y, du docteur. coup, c'est ça. Alors, ou soit, par exemple, prenons le cas de Haute, par exemple. Si la population locale de Haute se lève, par exemple, contre le gouvernement pour dire que nous n'avons pas d'eau potable dans notre pays parce que il y a une pollution d'eau et vraiment la ville est totalement insalubre, etc., etc. On est dans une forme de révolte parce que la population revendique quelque chose de très structurel, quelque chose de très ponctuel, une amélioration de conditions de vie, par exemple, ou de réparer, par exemple, un abus. Ou prenons le cas, par exemple, d'une ville du Togo ou d'un village du Togo où on a construit une nouvelle route, mais le virage n'est pas très bien fait, par exemple, et qu'il y a souvent des accidents donc dans ce virage-là, et que la population se met dehors, par exemple, pour dire non, cette route n'est pas très bien faite. Vous comprenez tout de suite qu'au fait que c'est un abus, une injustice, c'est quelque chose justement qu'on veut dénoncer pour qu'on puisse le réparer. Voyez-vous? Donc dans ce cas, on est dans une révolte. On peut parler de grogne aussi en quelque sorte. Maintenant, si nous prenons par exemple le soulèvement, nous savons que nous avons des problèmes au niveau donc de notre appareil judiciaire au Togo, donc des injustices. On ne rend pas le bon verdict, on arrête les gens de façon arbitraire, on ne les juge pas correctement, donc selon les procédures pénales, etc. Si la population se soulève par exemple contre ça, prenons le cas, par exemple, de la femme qui a été arrêtée, jetée en prison, donc avec son bébé de 4 mois, par exemple. Si la population se soulève contre ça, que ça ne doit pas arriver, on est dans un soulèvement, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une révolte, le mouvement n'est pas structuré. Dans un soulèvement, le mouvement est relativement structuré, tout au moins partiellement structuré. Mais quand on est dans une révolte, ce qu'il faut savoir, c'est que le but, pratiquement le but, c'est la chute d'un régime. C'est la libération du pays d'un régime sanguinaire, d'un régime qui brime, qui oppresse sa population, son peuple. Donc ça, c'est d'abord le but. Le but, justement, doit être celui-là. On veut faire chuter, on veut faire effondrer un régime dictatorial. Et c'est bien le cas au Togo. Mais maintenant, ensuite, on définit des méthodes, on définit des stratégies qui sont structurées. C'est une démarche, on structure la démarche. Donc, lorsque ces conditions sont rassemblées, on commence tout de suite, au fait, à penser que c'est une révolution. Ce qu'il faut préciser tout de suite ici, c'est que quand le mouvement a commencé, il y avait un mélange, un tout petit peu justement. Oui. Il y avait une partie de soulèvement et une partie, au fait, justement, qui vise la révolution. Donc, on pensait que tout de suite, lorsqu'on va se mettre dans les rues et commencer à revendiquer, à demander que le régime tombe, le régime pourra tomber. Là, ça, c'est un soulèvement. Et ça, par exemple, le peuple burkinabé a déjà fait cette expérience. Ce qui a fait tomber, au fait, Blaise Compaoré, au départ, c'était pas systématiquement, au fait, une révolution. C'était un mouvement. Sauf que, généralement, ça se passe comme ça. Et le mouvement, maintenant, devient révolution dans le temps parce que il y a des gens éclairés qui se saisissent justement donc de ce qui se passe pour définir et mieux définir les objectifs, définir les stratégies pour structurer le mouvement. À partir de ce moment-là, on est dans une révolution et je pense que ce qui a commencé avec les blogueurs, au départ, ressemblait beaucoup plus à un soulèvement, mais depuis quelques semaines déjà, depuis quelques jours déjà, on est rentré vraiment totalement dans une révolution. Et ce que je tiens surtout à soulever, c'est que le peuple togolais ne considère pas que c'est une révolution nouvelle, non. Moi, je considère que c'est une révolution qui s'inscrit dans la continuité d'autres mouvements de révolution dans le passé, notamment la révolution qu'a lancée, ou si vous voulez, ou le soulèvement, là on peut lui dire soulèvement ou révolution, qu'a lancé Houphouët-Boigny à Tchada. On peut considérer que depuis au moins 2016, 2017, tout ce que le peuple togolais a vécu, si on regarde bien la chose, on est dans une révolution. Et le signe aussi, un des signes qui ne trompe pas, c'est que une révolution qui réussit dans le temps, généralement, partagez, diffusez, soutenez-nous s'il vous plaît, une révolution qui réussit dans le temps, généralement, dure
environ, disons en moyenne, 10 à 12 ans. Les soulèvements ou d'autres choses qui font souvent 2 ans ou 3 ans, généralement, ne réussissent pas. Mais les révolutions qui réussissent font généralement en moyenne 10 à 12 ans. Mais si on compte effectivement ce qu'on a vécu en 2016-2017 avec Tipi Achada et on regarde la chose, on regarde ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui comme une continuité de ce combat-là, de cette lutte-là, on est en droit de parler effectivement donc d'une révolution et on est dans la même trame, trame de durée. Donc on peut même considérer que si le peuple togolais se mobilise comme cela se doit, le fruit est mûr pour tomber. Sinon, la question que j'avais à poser, ben, est-ce que la révolution, est-ce qu'elle a une limite dans le temps? Mais vous venez de dire que, bon, en fait, avec ce que le PNP a fait en 2017, enfin 2016, 17, 18, bon, c'est à peu près un début de révolution et viennent s'ajouter les manifestations du 6, du 26, 27, 28 et puis aujourd'hui et demain 16 et 17 juillet. Donc, ça montre que le peuple est réellement dans la révolution. Dans la révolution, dans la lutte. Maintenant, reste à savoir combien de temps cela prendra encore. Vous parlez de 20 ans. Est-ce que pour le cas du Togo, vous pensez que cette révolution va perdurer? Elle va durer jusqu'à de quelles années avant que ça aboutisse chez nous? Effectivement, cher Aîné, c'est une très très bonne question que vous avez soulevée. Non, je rectifie, je parlais de 10 ans, 10 à 12 ans en fait. Donc du coup, que le peuple togolais ne pense pas que ça va encore durer éternellement. Non, non, je ne pense pas. C'est pour ça justement que je finissais donc la réponse que je vous ai faite tout à l'heure en disant que le fruit est mûr. On ne sait pas tout simplement quand ça va tomber donc du fruitier. Ah, oui. Ça, Amron a dit quelque chose de très intéressant au début donc de son témoignage. Il disait que plus que jamais, le peuple togolais est proche donc de la reconquête de sa souveraineté. Voilà. Et ça, pour moi, tous les signes justement donc sont rassemblés. Mais si vous dites ça, ça m'amène justement donc à vous parler ou à parler donc à nos internautes, à nos abonnés qui nous suivent, et je les encourage une fois encore à continuer à partager, à diffuser, à nous soutenir, à envoyer beaucoup de cœurs et beaucoup de likes également. Alors, globalement, on a 5 à 6 stades, 5 à 6 étapes au fait d'une révolution. Le problème est que généralement, le peuple togolais s'est toujours heurté au 3e stade et n'a jamais réussi au fait à aller au 4e stade. Le premier stade, c'est très simple à constater. C'est ce qu'on appelle la crise latente ou bien une incubation. C'est-à-dire que dans le pays, il y a des tensions qui montent, il y a des indignations qui montent. Les gens dénoncent la vie chère, les gens dénoncent la façon dont ils sont gouvernés, etc., etc., etc. Donc, il y a des colères et dans ce sens, la lettre publiée par la conférence des évêques du Togo est un détonateur aussi, parce que c'est une lettre qui résume bien la situation. Donc, cette phase, ce stade-là, le peuple togolais l'a toujours vécu, et puis le régime a toujours tout fait pour étouffer justement donc le peuple togolais donc dans cette étape-là, dans ce stade-là. Deuxième stade ou deuxième étape, c'est ce qu'on appelle tout simplement la manifestation des symptômes. C'est là où les gens commencent au fait à avoir les premières protestations. Donc, les gens descendent dans les rues, pour revendiquer, pour crier, pour exprimer justement donc leur ras-le-bol. Quand nous prenons par exemple la révolution tunisienne, cette phase a été atteinte par exemple avec l'immolation, donc le jeune Bouazizi, justement Bouazizi, qui s'est jeté par exemple dans le feu. Et ça a provoqué vraiment tout un soulèvement général au niveau national, voyez-vous. Donc, quelque chose qui commence petit à petit, et puis il y a un détonateur qui vient, il y a un séisme qui vient, pour reprendre un peu les propos de monsieur Marc Nda, par exemple, même si je ne partage pas toutes les approches avec lui, mais c'est pas ça l'enjeu majeur, mais il parle souvent justement de détonateur ou de séisme.
Donc, il y a un premier séisme qui vient, et ici, dans le cas d'espèce pour le peuple togolais, c'est l'arrestation d'Amron. Et là, Amron, on l'a vu, il a vraiment bien calculé justement donc le coup. Et il s'est offert, comme il a dit lui-même, un sacrifice. Attendez d'abord. Voilà, allez-y maintenant. Je crois que... Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ça bug. Allez-y, docteur. Oui, c'est ça. Donc, je faisais le rapprochement donc entre l'immolation donc du jeune Bouazizi et ce que, par exemple, Amron a fait pour provoquer un choc. Il lui-même l'a dit, pour provoquer un électrochoc. Donc, ça, c'est le deuxième stade. Généralement, le peuple togolais dépasse souvent ce stade-là. Souvent, les choses se bloquent au niveau donc de la troisième étape ou du troisième stade qui est le stade des crises. C'est là où... vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Ouais. Soutenez, réagissez, interagissez. S'il vous plaît, soutenez, je vous en prie, soutenez le live. C'est très intéressant ce que nous faisons aujourd'hui. Hein? C'est vraiment intellectuel. Hein? Ce live, c'est de haute qualité. Je vous en prie. C'est ça. Donc, on va avancer petit à petit, voir comment est-ce que ça donne. Soutenez-nous, s'il vous plaît. Ne baissez pas les bras, ne baissez pas de vigilance, s'il vous plaît. Retenez que c'est souvent vous qui faites même l'émission, en fait. C'est vous qui faites l'émission. Sans votre soutien, sans votre geste civique et tout ça, chaque fois que vous vous connectez à un live, vous ne devez pas baisser de garde, vous ne devez pas baisser de vigilance. Partagez, soutenez. Et ça, c'est les gestes les plus simples, justement, qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. Et donc, là, présentement, si on calcule, on regarde bien, le peuple togolais, là, présentement, vient de bien réussir ce stade-là, tout simplement. Et rentre maintenant, donc, dans la troisième étape, le troisième stade, qui va venir, qui est l'étape des crises. L'étape des crises, c'est là où maintenant, on va commencer à avoir des blocages partout. Et il faut que cela advienne. Et il faut que le peuple togolais s'apprête à ça, qui va avoir des grèves dans tous les corps, en tout cas dans la plupart des corps de métier. Et il faut que cela arrive, une fois encore. C'est là où on va commencer à avoir des mobilisations massives. Parce que des événements vont se produire justement pour galvaniser le peuple togolais, pour sortir nombreux justement donc dans les rues, pour maintenant dire, maintenant je surmonte la peur, je transcende la peur, il faut que maintenant ce régime tombe. Et à ce niveau, quelque chose de très important, c'est le nombre. C'est en ce moment que les gens sortent nombreux. J'aurai l'occasion donc de revenir là-dessus. J'ai vu justement qu'il y a un changement dans la mentalité du peuple togolais après le live, après le témoignage d'Amron. Il y a quelque chose qui est en train de se produire maintenant, qu'on va quand même observer dans les jours qui viennent, mais qui est quand même, qui sont des signes vraiment positifs, annonciateurs vraiment que quelque chose va se déclencher pour que le peuple maintenant aille vers ce qu'on appelle le basculement. C'est dans le basculement maintenant que le régime va tomber. Si le régime tombe, c'est pas la fin de la révolution. Il y a d'autres étapes, mais si vous voulez, on va peut-être pas vraiment trop s'attarder là-dessus parce que ce que nous visons dans l'immédiat, là, on pourra peut-être organiser d'autres rencontres, mais ce que nous visons d'abord, c'est la chute, mais c'est pas la destination, c'est pas le terminus. Le terminus, c'est le changement du Togo, c'est tout le régime qui doit quitter. Donc, le peuple togolais est en train présentement d'avancer dans le troisième stade. Et lorsque les manifestations vont être vraiment de haut niveau, les gens vont commencer à sortir nombreux. Là, on va voir justement entre fort et le peuple qui est plus fort que qui au fait. Donc, c'est ça. C'est le peuple qui est plus fort que fort. Ils font des slogans oiseux, des slogans creux de sens. Voilà. Eh bien, si nous parlons de révolution populaire, mon cher docteur, et que nous disons qu'elle est structurée, et cela sous-entend beaucoup de choses. À l'heure actuelle,
est-ce qu'elle est réellement structurée telle que nous la voyons? Les blogueurs à la tête du M66 ne veulent pas de leader à la tête de la révolution. Bon. Est-ce que la révolution populaire togolaise peut être structurée malgré cette position de nos jeunes frères? Je ne sais pas comment vous avez fait, mais les questions sont vraiment très élevées aussi. Je tiens à dire tout de suite que chaque fois que je sors dans mes lives, j'ai toujours manifesté mon soutien à 200%, à 1000% à ce que font les blogueurs. C'est que le problème du Togolais, c'est que il est dans la situation actuelle, il est coincé dans l'urgence et il est très, très, très pressé, au fait. Donc, le peuple togolais a mis cette pression sur les blogueurs tout de suite dès le départ. Deuxième chose qu'il faut considérer, c'est que les blogueurs ont fait une petite erreur. Celle que ils sont toujours des blogueurs. Ils n'ont pas compris que c'est pour ça que j'ai dit qu'au départ, ils étaient plutôt dans l'esprit d'un soulèvement. Donc, leur rôle, c'était de mobiliser les Togolais, mobiliser la foule pour que les gens descendent et puis, voilà. C'est ça. Donc, idéalement, ils auraient dû normalement bénéficier très rapidement d'un encadrement pour qu'ils puissent changer au fait de rôle d'identité. C'est-à-dire qu'ils quittent l'identité de blogueur, et c'est ça qu'on leur reconnaît, effectivement, pour devenir normalement ce qu'on peut appeler des leaders de mouvement. Ils ont fait un problème au niveau conceptuel qui est que tout de suite ils ont dit que nous ne voulons pas de leader. Ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'effectivement, je comprends très bien leur stratégie, je vais expliquer ça à nos internautes tout à l'heure, c'est qu'ils ne veulent pas de leader politique. Parce qu'ils se sont basés sur le diagnostic selon lequel le peuple togolais a longtemps été trahi, sa lutte a été sabotée par des leaders politiques. Donc tout de suite, ne voulons pas de leader. Or, comme vous le savez, cher aîné, il n'y a aucun groupe, aucun mouvement qui ne puisse être au minimum structuré. On a besoin d'un minimum de structuration. Mais les choses ont changé au cours de ces 10 derniers jours. Et c'est tellement encourageant. Vous vous rappelez que j'étais monté dans votre panel un jour et puis je faisais une observation en disant qu'il faut vraiment mettre en place ce que j'ai appelé un comité éthique. Et le même jour, vous avez dit que vous avez aussi attendu parler d'une commission de sages. Donc, je pense que là, j'ai exactement... Et justement, mon cher docteur, ce comité de sages a été mis sur pied. Exactement. Et je crois que le comité de sages a déjà eu un travail, une séance de travail avec nos blogueurs. Et ce qui est encourageant, c'est que nos jeunes blogueurs ont essayé de créer un mouvement. Exactement. Et c'est une information que je vous apporte pour que les gens soient vraiment contents. Et donc, le comité de sages a été mis sur pied et ce comité a eu un entretien avec les jeunes. Ils ont donné des conseils nécessaires pour qu'il y ait une cohésion dans la lutte, dans leurs actions, dans tout ce qu'ils font. Bien. Ensuite, je cherchais une photo pour vous montrer. Il y a actuellement des avocats qui sont de leur côté. Exactement. Et vous allez voir qu'il y a un avocat, Maître Iou, qui était au Niger pour rencontrer le président Tiani. Voilà, je voulais vous montrer la photo, je ne sais pas, je ne l'ai pas vraiment ici. Donc, c'est vous dire que tout se construit maintenant. Exactement. Et un avocat a été dépêché pour établir des textes pour le mouvement. Donc, c'est structuré maintenant. Exactement, c'est ça. Et il faut compter sur le M66. Exactement. Et je dis merci à tous ceux qui ont fait ce travail. Et le travail de cohésion, travail de fourmi pour que nos jeunes, que nous n'appellerons plus blogueurs, parce que ils sont sortis
enfin, ils ont quitté cette étape-là pour devenir des jeunes sur lesquels repose l'espoir de toute une nation Exactement. et qui se retrouvent dans un cadre qu'ils appellent Mouvement 66. Tout à C'était fait. à peu près une parenthèse, docteur. Oui, cher Voilà. René, c'était très très important parce que le jour-là, vous aviez aussi insisté donc sur cette proposition. Monsieur Ferdinand Ité l'avait aussi annoncé dans son live. Donc c'est d'ailleurs un signe vraiment encourageant, positif. Et quand moi je regarde ça, je me dis que je ne me suis pas trompé, je ne me tromperai pas dans le soutien que qu'on doit vraiment leur apporter. Je tiens ici à souligner que vraiment le peuple togolais doit leur apporter doit leur apporter tolérance, Mm. soutien vraiment vraiment parce que Oui, oui, ils ne oui, sont oui, pas des oui. ils C'est ne pas sont pas facile au début. non C'est pas non du c'est tout ça. facile. Hein, parce que, bon, comme vous l'aviez dit précédemment, c'est des jeunes, bon, c'est des jeunes qui étaient des blogueurs qui se clatchaient, et qui Oui, faisaient rire, etc. Maintenant, ils ne sont plus à cette étape-là. Donc, exactement, c'est ça. ils ont besoin de notre soutien. Tout à Ils ont fait. besoin que nous ne leur jetions pas des pierres. Ils ont Mhm. besoin du soutien de chacun de nous tous qui voulons la libération du Togo. Donc, voilà. Allez-y, docteur. Oui, cher René, vous avez effectivement apporté des éléments d'expérience. Ça montre à quel point justement vous êtes à l'écoute justement donc de ce qui se fait dans ce mouvement actuellement. Moi, je l'observe de loin. Moi, j'analyse au fait. Donc moi, je suis dans l'analyse des comportements. J'analyse les choses. Je vois que quand ils sortent, leur comportement change. Leur langage change, on commence à voir qu'il y a une unicité dans le langage, des mots-clés qui se partagent entre eux. Et pour moi, ça, c'est vraiment du pain béni, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et ça m'encourage, moi, personnellement, à les éclairer, peut-être pas directement, mais ce qu'on est en train de faire déjà ici, c'est une façon de contribuer justement donc au soutien que nous devons apporter à ce mouvement sous Voilà, 6. tout à S'il y a fait. peut-être un élément peut-être aussi à ajouter, on ne m'a pas chargé de le dire, mais c'est qu'il y a aussi déjà des groupes de réflexion qui commencent aussi à naître ici et là. Tout Et à je fait. suis Tout à fait. honoré donc de faire partie donc d'un de ces groupes-là, donc où on commence à apporter des idées, à chercher des idées Ouais. pour voilà faire avancer donc la révolution. Donc ce sont des Mm. signes vraiment très 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 positifs. Mm. 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 Bien, alors, nous évoluons. Dans une de vos déclarations le 23 juin dernier, vous avez dit que les dénonciations, les insultes, les émotions peuvent déclencher une révolte, mais elles ne suffisent pas pour faire une révolution. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ensuite, en suivant votre logique, je déduis que vous parliez de l'importance de structurer le mouvement, la révolution. Donc, Tout je à fait. pense que nous C'est sommes ça. déjà arrivés là-bas. Exactement. C'est ça. Ça y est, Les jours- bon, peut-être juste un ou deux mots à ce niveau-là. C'est que ouais, tout au début, on est là à insulter, on est là à dire Fort Joe là, c'est quel motif. Donc, on est dans les dénonciations et je voulais tout de suite, au fait, donc dans ma sortie du 23 ou du 24 juin, dire que nos peuples togolais, c'est vrai, c'est bon, il faut être révolté, mais si c'est un soulèvement, oui, d'accord, donc restons à l'étape de la révolte. Mais si c'est vraiment une révolution qu'on est en train de mener, parce qu'on fait face à un régime qui a bientôt 60 ans, c'est l'espérance de vie, au fait, donc d'un Togolais, d'une Togolaise. Donc, si on fait face à un régime qui a vraiment des pentacules, qui a vraiment des racines très, très, très solides et qui est un des bastions de la France-Afrique, donc il faut quand même bien serrer la ceinture. Il ne faut pas tout de suite se jeter comme ça donc, dans la lutte. Il faut éclairer la lutte par des réflexions, par une structuration. Et tout ce que nous venons de dire, cher aîné, justement, contribue justement à soutenir ce que j'avais déjà annoncé. Et donc, du coup, on ne peut que se réjouir que les choses avancent très bien dans ce sens-là. mm, mm. Bien, vous dites que tous les mouvements populaires togolais se sont toujours bloqués à l'étape 3. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par l'étape 3 et pourquoi, selon vous, ces mouvements se sont bloqués à l'étape 3?
C'est ça. C'est une très très bonne question justement. Donc je disais donc dans le développement que j'ai fait jusqu'à présent que quand on prend ce que le mouvement, appelons ça comme ça, le mouvement que Monsieur Tikpi Achadam donc avait lancé, tout s'est heurté au fait donc à la troisième étape. Et j'ai démontré tout à l'heure aussi que ce qu'on est en train de vivre présentement, on est en train d'aller vers l'étape 3. Donc, il faut pas que les mêmes démons se manifestent encore et que cela bloque le peuple togolais à ce stade-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que si nous prenons l'étape 2, que nous venons de réussir brillamment, je tiens à souligner que le peuple togolais vient de réussir brillamment l'étape 2. Parce que généralement, l'étape 2, et je tiens tout de suite à préciser que ce régime vraiment avance des pions bien calculés. Ça signifie que le régime a bien compris ce qui est en train de se passer et qu'il y a dans des officines des gens qui réfléchissent vraiment de manière structurée par rapport à ce qui se passe. Et ils apportent aussi ce qui est très bien documenté donc dans la littérature, ce qui est bien documenté en sciences. Ils apportent ces réponses-là chaque fois. Mais à l'étape 2, tout ce qu'ils ont fait, ça a échoué. Par exemple, l'une des façons de réprimer, par exemple, un mouvement à l'étape 2, c'est de délégitimer au fait le mouvement. Et vous comprenez avec moi, par exemple, cher aîné, que le régime a pondu plusieurs communiqués pour dire que ce sont des voyous, que c'est pas vraiment le peuple togolais, que ce sont vraiment des gens... Voilà, c'est ça. Ça, ce sont des arguments justement pour créer vraiment de la zizanie, de la division dans le... Maintenant, deuxième chose, c'est l'utilisation de la répression ciblée, de la répression. Et ça n'a jamais changé. On sait que le régime est un régime barbare, un régime vraiment brutal, et ça, on l'a encore vu. Mais ce qui est quand même surprenant cette fois-ci, c'est que ce qui s'était passé avant, en 2017, on pouvait considérer que les réseaux sociaux n'étaient pas suffisamment développés à l'époque. Non, pas du tout. Et là, aujourd'hui, en 2025, le régime reprend encore la même méthode de manière encore plus sanglante, de manière encore plus brutale, réduisant le peuple togolais vraiment à un niveau d'animalité. C'est très, très, très grave. Souvent, c'est quelque chose qui retarde et qui retient le peuple togolais à ce niveau-là. Et puis, troisième obstacle, souvent, c'est la guerre informationnelle. Là, on a vu que là, ils sont envahis, là. On voit que le peuple togolais les a vraiment envahis, tout est structuré, ils n'arrivent pas à contrôler. Je suis fier d'être togolais, quoi. C'est ça, on les miarlona connexion, on étouffe la connexion, mais on trouve toujours des moyens pour contourner. Et on voit comment les informations se répandent dans la diaspora. Cher aîné, je tiens à souligner quelque chose. Hier ou avant-hier, j'ai vu la vidéo de la manifestation qui s'est tenue à Bremen. Waouh, j'étais là, j'avais vraiment la chair de poule. C'est-à-dire que c'est très intense, c'est très fort et c'est extraordinaire. Donc, c'est sûr, cette fois-ci, à la deuxième étape, malgré leur brutalité, leur répression barbare, le peuple togolais a avancé les pions et on gagne déjà vraiment ce stade-là. Maintenant, on rentre dans l'étape 3. Ce qui va se passer au stade 3, généralement, ça va être, on va tenter à fragmenter le mouvement en utilisant les partis de l'opposition, en créant de la zizanie, en créant des incompréhensions entre les blogueurs. C'est pour cela que c'est très important le travail de structuration qui a été fait en amont pour éviter justement que cela arrive. On va commencer à corrompre des gens justement donc dans le mouvement. Cela va arriver. Donc il faut vraiment que le mouvement, les responsables à la tête du mouvement tiennent bon et ne se laissent pas corrompre. Amron nous a donné l'exemple au fait dans son témoignage. Justement. Parce que même avec 19 millions, ensuite 25 millions, dit, mais écoutez, là, ça ne suffit pas pour me corrompre, au fait, vous voyez. Donc, il faut que le peuple togolais retrouve cette dignité-là, cette incorruptibilité, justement, c'est que, mais pour rejeter les 2000, les 3000, pour vendre, justement, leurs frères. Donc, ça, c'est les méthodes de ce régime-là. Et aussi, au stade 3,
C'est ce qui s'est passé justement donc avec le mouvement de Tipi Achadam. Ils vont encore tenter une fois ou deux fois d'être encore brutaux au fait avec le peuple togolais. C'est ça. Ils vont encore tenter ça, mais s'ils remarquent que le peuple tienne bon, parce que généralement c'est à ce niveau, parce que le peuple togolais a tellement intégré des croyances limitantes, la peur, et le peuple togolais ne veut plus mourir. Donc il y a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je considère que humblement, modestement, je contribue, chacun d'entre nous contribue pour apporter des connaissances sur le plan mental, sur le plan cognitif, pour vraiment aider le peuple togolais à surmonter le blocage mental de la peur qui le retient, au fait. Parce que dès qu'on va commencer à tuer une personne, 2, 3 personnes, tout le monde va courir pour rentrer, au fait, pour rentrer à la maison. Or, une révolution, c'est un mouvement de désordre et d'ordre. C'est-à-dire que il y a des vies qui vont tomber, certainement, mais comme on le dit, on le répète tout le temps, ce régime ne pourra pas nous tuer, nous tous. Ce qu'il a fait avant de venir à la tête du pays en 2030, en 2025, il ne peut plus répéter les mêmes choses, au fait. Parce que là, tous les caméras du monde sont braqués justement donc sur le Togo. Donc je ne vois pas vraiment dans quelle mesure il pourra encore répéter mot pour mot les mêmes méthodes, c'est que mais là présentement. Donc le peuple togolais, en considérant ces éléments que nous sommes en train de partager entre nous ici, doit pouvoir se donner vraiment la force de la volonté, le courage, la détermination que cette fois-ci, quand je sors dehors, mais je ne sors dehors pas, je ne sors pas avec la mentalité que on va me tuer, tout ça. Non, je sors dehors pour manifester, pour revendiquer la souveraineté dont nous parle donc Amron. Et s'il advenait que même mon sang coule, c'est le sang de l'honneur. C'est le sang de l'honneur et nous devons avoir cette culture de la fierté. Mais malheureusement, ce régime a tué vraiment cette fierté, cette façon de se transcender, de se surpasser. Et nous le chantons bien dans notre deuxième hymne. Oui. Et aimer et se surpasser, justement, c'est ça. Donc, j'aurais aimé peut-être vers la fin qu'on chante ce deuxième couplet-là. Amron nous a demandé de méditer beaucoup sur ce deuxième couplet de notre hymne national, bel hymne national. Donc, voilà les quelques blocages, justement, qui retiennent le peuple togolais souvent au 3e stade. Mais cette fois-ci, en tout cas, on aura l'occasion d'en parler peut-être encore si on doit considérer que les chances sont vraiment dans notre camp. Oui, soyez rassurés que je vous inviterai régulièrement pour développer certains thèmes, des thèmes relatifs à la situation du Togo ou bien des thèmes relatifs à la santé. Donc, à vous entendre parler, j'ai l'impression que vous faites des analyses de la situation sociopolitique togolaise à travers un prisme psycho-sociologique. Bon, que pouvez-vous dire actuellement de l'état psychologique du peuple togolais? C'est effectivement, ça, j'apprécie les questions telles que vous les formulez et l'ordre dans lequel vous les formulez parce que ça s'emboîte bien dans ce que nous venons de dire tout à l'heure. Vous voyez, les gens considèrent que le peuple togolais, c'est un peuple lâche, c'est un peuple de patrons, un peuple faible, que les gens se détrompent. Cher aîné, vous êtes dans cette lutte depuis bien longtemps déjà. Et vous pouvez témoigner, vous le faites déjà dans vos émissions. Ceux qui se sont battus pour l'autonomie, l'accession à l'autonomie de notre pays, qui se sont battus pour l'accession à l'indépendance de notre pays, est-ce qu'on peut considérer que c'était des lâches? Quand je lis parfois les livres d'histoire, j'ai l'impression que on ne leur vient même pas à la cheville aujourd'hui, en fait. C'est des gens vraiment fougueux, des gens qui... Donc, je ne considère pas, moi, personnellement, quand je fais une analyse, effectivement, psychosociologique, je ne considère pas que le peuple togolais est un peuple... Les gens confondent l'état résigné du peuple togolais avec un peuple pacifiste et tout ça. Non, il faut faire attention. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que les hommes, les femmes les plus calmes, les plus discrets, les plus discrètes,
sont les plus dangereux, en fait. Donc, que les gens ne pensent pas que le peuple togolais est un peuple de faibles, de portants, de tout ce que... C'est un discours social qui a été construit par ce régime avec l'appui, la complicité, donc de ce que nous connaissons de l'État français depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et on nous a allaités à ce discours depuis bien longtemps. Et je veux ici rendre hommage à notre aîné, bon, c'est ma petite sœur évidemment, mais à l'une des concitoyennes togolaises qui s'est beaucoup battue pour ça et qui a écrit vraiment un livre très très intéressant dans ce sens. Et je sais de qui il c'est Farida Bemba Nabourema. Oui. Celle qui a lancé le mouvement For Masgo, en fait. For Masgo, qui a démontré à quel point, justement, depuis le sein même de notre mère, pour les jeunes générations, ce régime a tout fait, justement, pour maintenir, au fait, dans ce discours, des gens peureux, des gens... Donc, du coup, ce que j'ai surtout constaté dès le départ, c'est cette peur-là, en fait, qui était dans le peuple togolais. Et ça, c'est... Maintenant, il y a un autre élément qu'il faut prendre aussi encore. Il y a certains qui sont encore dans l'indifférence, en fait. Ça montre à quel point nous avons été pendant longtemps traumatisés, brimés par ce peuple. Donc, du coup, il y a certains qui sont tombés aujourd'hui dans une forme d'insensibilité. On ne se sent plus concerné vraiment par la lutte. Tout ça. Donc, il y a une frange de la population qui est encore dans cette indifférence-là, dans cette insensibilité-là. Mais autre élément, c'est que j'analysais vraiment la chose et c'est très important de considérer ça. En plus donc de l'indifférence, de l'insensibilité, il y a un état d'impuissance. C'est comme si finalement on ne peut plus rien du tout. Et comment généralement cet état se manifeste? Là, on cherche un sauveur en fait. On cherche un sauveur. Vous allez voir que les gens, il y a encore quelques jours, les gens disaient « Où est monsieur Tikuya Tchadam? Là, il faut un leader charismatique, il faut ceci. » Donc, quand un peuple, au fait, à un moment donné, est dans le découragement, dans l'impuissance, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va plus avoir confiance en lui, il va mettre sa confiance, il va projeter sa confiance sur un sauveur qui va lui venir de l'extérieur. Mais je tiens à dire que des leaders vont venir. Jusqu'à la fin de la révolution, les leaders vont venir. Mais que le peuple togolais sache que c'est lui le seul détenteur de la souveraineté et c'est à lui et à lui seul de lutter pour arracher justement cette souveraineté-là. Et ça, Amron insiste beaucoup là-dessus. Monsieur Tchala Sowe Anarcis insiste beaucoup là-dessus. Même si demain, c'est lui ou il y a encore d'autres qui émergent comme des leaders charismatiques, mais que le peuple togolais considère d'abord que c'est lui et à lui seul que revient justement la responsabilité de lutter pour arracher justement donc cette souveraineté-là. Et pour chuter justement sur cette question, je considère que le live, le témoignage d'Amron a provoqué un déclic depuis ces 3 derniers jours. Il suffit tout simplement d'aller sur la toile, de regarder les commentaires. Vous allez voir qu'il y a un déclic justement qui s'est produit et on va espérer que dans les jours qui viennent, que cela prenne vraiment et que le peuple togolais reprenne vraiment confiance en lui et se jette à corps et âme donc dans cette lutte avec vraiment une confiance absolue que oui, le moment est venu que ce régime-là, voilà, c'est que mais voilà dégage et puis tapotez, chers amis, tapotez. Oh là. Tapotez, s'il vous plaît. Soutenez le live. Continuez toujours à diffuser. Appelez vos amis. C'est vrai que des personnes sont parties dans d'autres lives, mais continuez toujours. Je pense que ce qu'on est en train de partager, c'est quand même important. Donc, continuez toujours à nous soutenir, s'il vous plaît. Ne baissez pas les gardes. Il y a eu un arrêt là. La connexion a gêné un peu. Oui, ok. Les gens vont revenir. Ouais. Bien. Que faut-il faire pour passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire à l'étape 4, qui est l'effondrement ou la chute du régime? C'est très, très important, cher René, ce que vous soulevez là. Et nous avons vu quand même qu'il y a des conditions qui sont en train d'être rassemblées. Par exemple, le fait que le mouvement doit être structuré et que
les porteurs de lumière, c'est-à-dire les élites politiques, les avocats, les intellectuels justement, les journalistes bien informés, bien expérimentés, accompagnent le mouvement. Donc ça, on est en train déjà de gagner ce pari-là. Donc premier facteur, c'est déjà rassemblé, c'est déjà raconté. Deuxièmement, il faut le nombre. Une révolution ne se fait jamais sans le nombre. Et si vous le permettez, cher René, je veux vraiment que nos auditeurs, nos abonnés, nos internautes comprennent bien quelque chose. Vous avez déjà commencé à entendre parler de au moins 3% de la population, 3,5% de la population. Je veux vraiment clarifier ça. J'étais intervenu une fois encore dans votre... Et j'avais dit quelque chose que je n'avais peut-être pas bien approfondi. Pour que les gens comprennent pourquoi on parle de 3,5% de la population. Alors, on parle de 3,5% de la population, notamment par rapport à l'armée. Et à ce niveau, il y a deux situations. La première situation, c'est que l'armée est plutôt du côté du peuple. Si l'armée est du côté du peuple, ou si l'armée est neutre, il faut 10 à 20 civils contre un seul soldat. C'est-à-dire que là, présentement, au Togo, on a 15 000, tout au plus, ça ne dépasse pas 15 000 personnels, donc des forces armées. Donc, si c'est que l'armée était du côté du peuple ou que l'armée était neutre, il suffirait tout simplement d'environ 300, 400, 500 000 personnes pour faire chuter le régime. Okay. Parce qu'on considère que si 20 personnes, 20 civils sortent contre un seul soldat, on peut neutraliser, au fait, on peut affaiblir l'armée. Ça, c'est la première situation. Le deuxième cas de figure, c'est que là, l'armée n'est pas du tout du côté du peuple, au fait. Et tout au moins, jusqu'à présent, l'armée n'est pas encore totalement du côté du peuple. Même s'il y a des divisions, tout ça, pour l'instant, de manière globale, l'armée n'est pas du côté du peuple. Dans ce cas, les études nous disent, au lieu de 20 personnes contre un seul soldat, il faut entre 30 et 50 personnes contre un soldat. Donc, si nous nous basons sur les 15 000 soldats ou les 15 000 personnels de forces armées que nous avons au Togo, en plus des milices, on avoisine à peu près 20 000 forces personnelles de forces armées, tout ça, avec les miliciens. Dans ce cas, si le peuple togolais sort massivement à 1 million, à 1,5 million, à 2 millions, on va vraiment les envahir. Et une des choses qui font peur ou qui fait peur au fait à des soldats, c'est quand finalement il ne peut plus contenir la masse qui sort. La masse, voilà. C'est ça. Et c'est ça justement l'appel que nous sommes en train de faire. Demain le 16, demain le 17 et les autres mobilisations qui vont venir dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, que le peuple togolais considère que le nombre est vraiment fondamentalement important. Le peuple togolais parle de la peur, de la peur, de la peur. Ce que le nombre fait, c'est que quand le nombre est grand, quand le nombre est important, la peur se dissout dans la masse. Mais si vous êtes seulement 200, 300 à sortir, vous êtes 20, 40 à sortir, la peur est encore là, au fait. Mais si on est nombreux, on sort massivement dans les rues, 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, le régime va trembler et à un moment donné, même quand les forces armées vont voir la situation, ils vont dire non. Là maintenant, même si on tuait 20 personnes pour éparpiller les mobilisations, pour fragmenter les mobilisations, là nous ne pourrons plus contenir au fait. C'est là où finalement les piliers du régime vont vaciller définitivement et soit il va y avoir deux solutions, soit un coup d'État, ou soit là, le monsieur, à un moment donné, il devient sage et puis il dit, bon, je présente de moi-même, au fait, une démission pour libérer le plancher. Merci beaucoup. Et je pense que j'ai assez de questions, mais je vais... Parce que dans vos réponses, vous avez essayé de répondre à certaines questions. Bon, actuellement... nous parlons, notre objectif est le départ de
de ce régime. Hmm. Mais au même moment où le bas blesse, où ça cloche, c'est que le 17 juin, après-demain, il y a les élections municipales. Mhm. Et parmi les partis politiques dûment implantés au pays, il y en a certains parmi eux qui prennent part à ces élections Hmm. pour dire que bon, il faut pas laisser la chaise vide Hmm. au régime. Et d'autres disent qu'il ne faut pas prendre part à ces élections parce que on peut pas jouer les cartes avec le diable. Hmm. Bon, et quelle est votre position, euh, docteur? Quelle est votre position sur cela? Vous C'est êtes c'est- de c'est quel ça. côté? On va dire quelques mots tout juste là-dessus, cher aîné. C'est triste, au fait. C'est triste, c'est désolant. Moi, je suis même sorti pour faire une déclaration là-dessus pour dire à quel point c'est irresponsable de la part donc des partis politiques de l'opposition. Parce que pour aller aux élections, cela suppose ça normalement tous les enfants qui ont fini l'école primaire, qui ont fini le collège comprennent ça. S'ils ont fait Edusimo ou s'ils ont fait éducation civique où on leur a parlé donc de la démocratie, tout ça, normalement tout le monde devrait comprendre ça. Est-ce qu'à l'état actuel, est-ce qu'on est on est dans un état de droit au Togo? On n'est pas dans un état de droit au Togo. Pour parler d'état de droit, je suis pas juriste. Je sais tout simplement d'apprendre, de comprendre. Le minimum, c'est d'avoir un contrat social, c'est d'avoir une constitution, un fondement constitutionnel qui est accepté par le peuple. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Alors, si on n'est plus dans un état de droit, pourquoi alors aller aux élections? Maintenant, quand vous suivez leur raisonnement, leur analyse, c'est tellement triste, c'est enfantin, c'est puéril, à tel point que on comprend tout de suite au fait que ils veulent y aller pour des raisons de calcul politique, pour Oui, des dits. justement, docteur, prenons l'exemple des élections législatives passées. Oui, Le régime, c'est lui qui organise, il a tous les moyens de renverser la vapeur en sa faveur. Donc oui, sur 113 dans l'hémicycle, mais le RPT Unir a raflé 108 oui. et 5 de l'opposition. Mais Mhm, comment ils ne comprennent pas ça? J'ai mhm, l'impression qu'au Togo, quand on a un leader qui est devant, même s'il commet des erreurs, il faut à tout prix être derrière lui. mhm, Et je vois des lives de certains membres de partis politiques qui fustigent ceux qui refusent, ceux qui disent, enfin, ceux qui boycottent les élections. Ben, ça dépasse l'entendement, quoi. ça dépasse l'entendement. Je ne comprends pas comment des gens puissent raisonner comme ça en l'état actuel du Togo. On a passé par toutes ces étapes. Oui, Les élections, Ford n'a jamais réussi à une élection. Il n'a jamais emporté. Il n'a jamais gagné à aucune élection. Mais ce sont toujours les gens là mhm, qui disent non, qu'il faut aller aux élections. mhm. C'est dommage, quoi. C'est Très dommage. 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 Et moi, je considère qu'il y a quelque chose qui va se passer, c'est que s'ils maintiennent toujours leur course à ces élections-là, cette fois-ci, il y aura une deal où on va augmenter le nombre de sièges pour eux. Et ils vont se servir de ça, d'une part, pour dire que nous avions raison, pour bluffer, justement, donc, pour bluffer le peuple. Et de deux, ça va servir d'argument au régime en place pour légitimer sa forfaiture de la Cinquième République, tout simplement. Mais en tout état de cause, le peuple togolais doit savoir que dans toutes les révolutions, il y a toujours des partis de l'opposition qui sont
contre la révolution ou qui font tout toujours pour saboter la révolution. Mais la conviction que j'ai, c'est que qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, le mouvement qui vient, la révolution qui vient, va les balayer définitivement parce que là, le peuple togolais a les yeux ouverts Tout à fait. et le peuple togolais leur demandera des comptes. Qu'ils y aillent et qu'ils le reçoivent cette fois-ci 10 sièges, 15 sièges ou 20 sièges, le peuple togolais ne se laissera plus bluffer du tout par ça. Et ça va être un argument qui va se retourner contre eux. Et moi, je considère que ça va être un naufrage définitif parce que la révolution qui vient va toucher beaucoup de secteurs, donc de la vie du peuple togolais, donc de l'État togolais. Et il y a une partie de cette opposition-là qui ne va plus vraiment survivre après la révolution. En tout cas, nous croisons les doigts pour que cette révolution réussisse. Et si ça réussit, je suis persuadé qu'il y a beaucoup de partis politiques qui ne vont plus exister au Togo. Merci, docteur. Je crois que nous arrivons à la fin de notre live. Sinon, j'ai des questions, mais je crois qu'en partie, vous avez répondu à toutes ces questions. Mais ce que je voudrais vous demander, si je vous demandais de vous adresser à l'armée togolaise, qu'est-ce que vous diriez? Waouh, ça c'est une question qui me coince. Non, parce que j'ai juste une position par rapport à ça. Et je considère tout au moins que peut-être que j'ai pas beaucoup de légitimité sur ce point. Je voudrais humblement dire que le passage du commandant Olivier, je crois que c'est un commandant, c'est ça, Olivier, commandant Olivier Ama, hier, j'ai pas pu suivre tout le live. Une partie, je l'ai suivi parce que j'avais d'autres obligations professorales. Je pense que il a vraiment l'étoffe et l'expérience justement donc pour adresser des exhortations, des messages justement donc à l'endroit donc des forces armées. Ma position, c'est que oui, il faut continuer à conscientiser les forces armées, mais ne mettons pas trop notre énergie là-dessus. Mais si nous commençons à sortir nombreux, à un moment donné, leur conscience va commencer à basculer aussi donc du côté donc du peuple, parce que quand moi je regarde au fait donc dans les documentations historiques concernant tout ce qui touche aux révolutions, dans très peu de cas au fait le peuple a compté sur l'armée. Si l'armée dès le départ au fait n'était pas neutre ou l'armée n'était pas pour le peuple, dans très peu de cas au fait l'armée est intervenue. C'est pas le cas par exemple au Burkina Faso. Le Burkina Faso, l'armée était relativement républicaine. Mais au Togo, l'armée n'a jamais été systématiquement républicaine. Je ne dis pas au fait que l'armée ne pourra pas se ranger du côté du peuple, mais ça peut arriver. Mais si le peuple togolais considère que c'est à lui-même d'abord de se libérer et de reconquérir sa souveraineté, oui, les forces armées vont se mettre du côté du peuple. Donc, je considère, cher aîné, que notre aîné aussi à nous, en tout cas à moi, le commandant Ama Olivier est plus qualifié justement que moi sur ce point-là. Merci beaucoup. Et le peuple togolais, les populations togolaises ont besoin de notre soutien. Qu'est-ce que vous leur diriez? Oui, à ce niveau, je sélectionne parmi pas mal de choses que je peux leur dire. Je sélectionne une seule chose. Tous ceux qui nous suivent sur ce panel, tous les abonnés qui sont restés jusqu'à présent, vous êtes des ambassadeurs de ce message que je suis en train de vous adresser présentement. Répandez l'information, répandez vraiment cette information. Nous avons une devise qui dit « Travail, liberté, patrie ». Il y a quelque chose que nous n'avons pas suffisamment compris, nous les Togolais, quand on dit « travail, liberté, patrie ». Le travail dont on parle ici, c'est pas avoir une occupation professionnelle. Et l'un des historiens qui a mieux documenté ça, c'est Monsieur Godwin Tété qui a bien documenté ça. C'est que au moment d'arrêter la devise, on se demandait s'il faut dire lutte, liberté, patrie. Donc finalement, pour des raisons de bonne prononciation et tout ça, on a plutôt choisi travail, liberté, patrie.
Ce qui veut dire, notre devise nous dit tout simplement que pour avoir la liberté et pour bâtir une patrie, nous devons lutter parce que le travail dont on parle ici, c'est la lutte. La lutte. Et donc, le peuple togolais doit considérer que il est un peuple de lutteurs, disons ça comme ça. Il est un peuple des guerriers. Il est un peuple des forgerons. Le peuple togolais a lutté debout avant d'arracher la cession à l'autonomie et la cession aux indépendances. Donc, la lutte dont nous parlons ici, le peuple togolais doit s'accaparer une fois encore de cette lutte-là en disant que c'est un peuple de lutteurs, un peuple courageux. Nous devons retrouver justement ce courage-là, cette détermination pour lutter et arracher définitivement notre souveraineté. Et c'est le message que M. Tchala Narcisse Essoré nous a lancé, que je reprends autrement en me basant sur les explications données par M. Godwin Tété en ce qui concerne notre devise, une très belle devise. Merci beaucoup. Nous sommes à la veille des manifestations. Qui sait, peut-être ça peut commencer cette nuit, autour de minuit, ça peut commencer, et puis bon, le 16 et 17, donc ce sont les manifestations au Togo. Bien, et le premier instigateur, c'est Amoron, et ceux qui sont le fer de lance de cette lutte, c'est le M66. Alors, si vous aviez un mot à dire à l'endroit de nos jeunes braves, le M66, et que leur diriez-vous? Je leur dirais, cher aîné, M66, vous les leaders du M66, le peuple place quelque part son espoir entre vos mains. Le peuple ne vous considère pas comme des saints, comme des gens qui sont parfaits. Le peuple désormais comprend que vous avez vos vulnérabilités, vos fragilités aussi à vous. Nous vous soutenons, nous vous envoyons beaucoup d'énergie positive. Restez unis, restez compacts, ne vous laissez pas diviser. Attendez-vous, coordonnez-vous sur les stratégies que vous proposez au peuple togolais. Je suis bluffé, je suis bluffé, vraiment fasciné de voir que malgré vos niveaux, il y a vraiment des talents parmi vous. Vous êtes tous talentueux. On ne peut pas vraiment imaginer ça de votre part. Vous n'avez pratiquement pas été dans des écoles de sciences politiques et tout ça, mais les stratégies que vous avancez, votre force, votre capacité de mobilisation est extraordinaire. Restez dans cette dynamique-là. Et je pense que ce que le peuple togolais vous donnera comme récompense, tout d'abord, c'est de répondre à vos appels, de sortir massivement. Cela vous encouragera beaucoup, beaucoup, beaucoup dans tout ce que vous nous proposez. Et retenez que c'est l'histoire qui vous récompensera. Restez unis. Et c'est le message que j'ai à vous dire. Moi, personnellement, je vous envoie 1000% de soutien. Beaucoup de courage. Merci, docteur Cyril Kosigan Kokou-Bolou, et merci pour avoir accepté mon invitation.